bonjour, merci pour votre invitation, merci Colette. Donc, parler de stress aujourd'hui, c'est parler bien entendu du bien-être et de la santé, et donc parler des maladies. Donc, mon angle d'attaque sera beaucoup le stress, effectivement, et les problèmes de santé et les maladies chroniques. Alors, dans cette présentation, je vais développer trois parties essentiellement. Lien entre, bien sûr, le stress et les maladies chroniques. Donc, quelques généralités sur les maladies chroniques. Clairement, ces maladies sont d'origine environnementale, liées à notre mode de vie. Et puis, elles ont des origines, maintenant, on sait, épigénétiques. Deuxième point que je développerai, c'est essentiellement quelques notions autour du stress psycho-émotionnel, psychosocial. Avec le lien avec ces maladies et en particulier tout le développement de nouveaux marqueurs, une nouvelle génération de marqueurs par lesquels on va pouvoir mesurer l'impact de ce stress sur la santé. Puis un troisième point, mais sur lequel je pense les orateurs suivants vont revenir, c'est les approches corps-esprit dans la prise en charge du stress et quelques données qui commencent maintenant à arriver, en particulier là aussi en lien avec une mécanique épigénétique. Alors, les maladies chroniques, je pense que vous les connaissez, les non-infectieuses, on commence à les appeler aussi les maladies de société, en tout cas c'est le nom qu'a donné le Lancet récemment, parce que vous verrez effectivement c'est lié à notre mode de vie, la manière dont nous vivons, nous respirons, nous mangeons, etc. Donc vous avez toutes les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les cancers, les maladies respiratoires qui augmentent, les neurodégénératives et les maladies psychiatriques. C'est très important, la dépression, l'autisme, y compris certains aspects de la schizophrénie sont des maladies chroniques liées au mode de vie. Les maladies du système immunitaire, tout ce qui est autour de la reproduction, fertilité, endométriose chez la femme, qui a un impact énorme actuellement aussi du mode de vie et qui est très important. Et le lien au vieillissement avec la sarcopénie, donc la perte d'autonomie, le développement de certains types de cancers plus importants. Alors, le premier aspect qui apparaît très vite dans ces maladies, c'est qu'elles connaissent une augmentation très importante en termes d'incidence. C'est réellement une explosion au niveau de l'incidence. Et bien sûr, on voit derrière le coût élevé que ça peut avoir en termes de prise en charge et bien entendu la perte de bien-être. Donc juste ce rappel pour vous dire que c'est une projection sur 30 ans, entre les années 2000 et les années 2030. Et vous voyez qu'on a comparé ici l'incidence de ces maladies au niveau de toute la planète, puis dans les pays à haut revenu et les pays émergents. Et on voit très clairement, donc au niveau déjà global de la planète, une augmentation entre 2000 et 2030, on passe de 47 à 57. De façon connue, déjà identifiée, on sait qu'ici, dans les pays à haut revenu, on est à 85% de causes de décès, et si on ne fait rien, on restera à peu près dans les mêmes chiffres. Puis ce qui est très notable, c'est les pays émergents, et on voit très bien qu'eux aussi, à cause de la transition nutritionnelle, l'urbanisation importante, pollution, etc., on voit le shift qui est en train de se produire chez eux aussi, avec une augmentation. Sachant que dans les pays émergents, les structures sanitaires sont beaucoup moins performantes qu'ici, donc vous imaginez aussi les problèmes que cela peut poser. Le point majeur qui s'est produit ces 20 dernières années, c'est l'arrivée de ruptures conceptuelles et technologiques. Rupture conceptuelle qui va nous amener justement à parler de l'impact du stress dans ces maladies-là. Alors, dans les années 2000, après le séquençage du génome, on a eu une nouvelle qui est tombée, même si beaucoup s'en doutaient, c'est que ces maladies chroniques ne sont pas d'origine génétique essentiellement. Pendant longtemps, on a vécu avec l'idée qu'il y avait un gène du cancer, un gène de l'Alzheimer ou autre. Ça n'était absolument pas le cas. Quand on a ouvert ce grand livre du génome, ça n'était pas le cas. Le génome jouait plutôt le rôle d'un logiciel de base sur lequel venait pianoter l'environnement, c'est-à-dire notre mode de vie. Quand on parle de notre mode de vie, pour simplifier très rapidement, c'est les déséquilibres nutritionnels, les toxiques et le stress dont on va parler. Derrière cette rupture conceptuelle sont arrivées des ruptures technologiques très intéressantes, et c'est là où, dans mon activité de recherche, j'ai été beaucoup impliqué. C'est qu'on arrive à modéliser en laboratoire ces maladies avec ces différents impacts de l'environnement et du mode de vie. On arrive à reproduire la maladie, et une fois que la maladie est reproduite, on arrive à disséquer toute la mécanique qui est derrière, en particulier la mécanique épigénétique,
Et c'est comme ça que l'on peut sortir des signatures assez précoces, diagnostiques de ces maladies-là, mais aussi très probablement de nouvelles cibles thérapeutiques. Et cette mécanique est essentiellement épigénétique. Alors, l'épigénétique est certainement une révolution dans la conception du monde du vivant. Je vous disais que tout n'est pas prédéterminé, donc tout n'est pas écrit dans notre ADN, bien entendu, et c'est notre monde extérieur qui va venir contrôler nos gènes, les gènes clés pour la santé, bien entendu, gènes suppresseurs de tumeurs et autres. Donc on est passé en quelque sorte d'une sorte de fatalité où on n'y pouvait rien. Si vous devez faire un cancer, selon les données de la génétique, vous pouvez manger bien, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il arrivera. Alors que là, on est dans une autre situation. L'autre point intéressant, c'est que l'épigénétique permet de contrôler, de voir et de visualiser le passage de la bonne santé à la programmation de la maladie. Donc on arrive à saisir ce passage, en particulier par l'impact de la nutrition, des toxiques encore une fois et du stress. Là aussi, cela a permis de générer des outils. Quelque chose de très très intéressant aussi pour l'épigénétique, c'est que c'est un processus réversible. Et ça offre énormément d'espoir. Donc on peut avoir, une fois que l'idée d'une maladie qui est programmée ou qui va arriver, on a un espoir, par des approches pharmacologiques ou non pharmacologiques dont on parlera, de reverser la situation, en tout cas de la ralentir ou de la changer. Et puis le dernier point, le lien entre l'esprit et corps, l'effet, toutes ces approches, en particulier, je pense qu'on va en parler, méditation, yoga et autres, passent par de la mécanique épigénétique. Alors, très rapidement, pour ne pas aller plus dans le détail, l'épigénétique, c'est de la chimie et de la biochimie très très simple. On passe de la génétique qui est une modification dans la structure du gène, la séquence du gène va changer, donc c'est la séquence, alors que l'épigénétique, c'est simplement l'habillage du génome, de l'ADN qui va changer. Et l'habillage du génome de l'ADN qui va changer va faire que des gènes vont s'exprimer ou ne vont pas s'exprimer. Encore une fois, un gène suppresseur de tumeur, si vous modifiez l'habillage, en particulier par l'ADN, je vais en parler, vous allez faire en sorte que ce gène ne s'exprime plus, sans que vous ayez changé sa séquence, bien entendu. En s'exprimant plus, ça ouvre la porte à des développements de cancer. Alors, 3 moyens par lesquels l'épigénétique fonctionne et changera l'expression de nos gènes importants pour la bonne santé ou pour la maladie. Encore une fois, changer la séquence. La première, c'est simplement de la méthylation. Vous allez mettre des groupes méthyl sur des cytosines. Et en mettant des groupes méthyl sur des cytosines dans l'ADN, vous allez créer un encombrement et le gène ne peut plus s'exprimer. La deuxième approche qui permet de modifier l'expression des gènes sans changer sa structure, c'est de toucher aux histones. Alors qu'est-ce que c'est que les histones? Ce sont des protéines autour desquelles s'enroule notre ADN. Vous savez qu'une cellule contient à peu près 2 mètres d'ADN enroulés autour de ces histones. Ces histones sont chargées. Si la charge de ces histones fait qu'elles vont se repousser, à ce moment-là, vous ouvrez la chromatine et des gènes dans cette région-là vont pouvoir s'exprimer. À l'inverse, si des charges sont opposées, vous allez avoir une attraction de ces histones et la chromatine va se compacter et des gènes importants pour la santé vont être inhibés là aussi. Donc vous ouvrez la porte à la maladie par ce biais-là. Et puis, la troisième approche, et qui est peut-être une des approches les plus intéressantes et sur lesquelles moi je travaille depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle les petits ARN non codants. Vous savez que le dogme dans la génétique, en tout cas dans nos gènes, dans le génome, c'est que vous avez de l'ADN dans nos chromosomes qui va donner des ARN messagers et que ces ARN messagers seront traduits en protéines. C'est la protéine qui porte la fonction dans une cellule. Quand on a séquencé le génome, la grande surprise, c'est que les gènes, les ARN messagers qui vont donner des protéines ne représentent que 3% du génome. 97% du génome était silencieux. Alors on l'a même appelé à l'époque génome poubelle. C'est une grossière erreur, bien entendu. Cette partie-là produit aussi d'autres ARN qu'on appelle non codants parce qu'ils ne finiront pas en protéines, mais je reviendrai tout à l'heure dans le détail. Et ces ARN auront pour fonction d'empêcher ces ARN qui s'expriment pour faire des protéines. Donc vous allez bloquer l'apparition de protéines clés par ces petits ARN non codants. Mais je développerai ça tout à l'heure.
Tout ça, à ce stade-là, que peut-on dire? Comment peut-on définir aujourd'hui une maladie? 3 entrées. Bien entendu, l'entrée génétique, elle est toujours là, mais beaucoup moins importante que ce l'on croyait, probablement autour de 10%. La deuxième entrée, ce que je viens de vous dire, c'est une entrée par le mode de vie. Et puis, une notion très intéressante, c'est que l'entrée par ce mode de vie est d'autant plus délétère pour la santé, programmera des maladies, que cet impact est précoce autour de la vie. Il y a une période de fragilité vis-à-vis du mode de vie, c'est la période préconceptionnelle, la période de la gestation, la grossesse, l'embryon, le fœtus, et puis les 2 premières années de la vie. Il y a une fragilité parce que c'est à cette période-là que l'épigénome est en train de se mettre en place. Donc, ce que je vous disais, le mode de vie, essentiellement la nutrition, des toxiques et le stress. Aujourd'hui, on parlera du stress. Et c'est de la mécanique derrière qui consiste à méthyler de l'ADN pour faire taire les gènes ou de la modification de la chromatine ou bien les petits ARN non codants. Très important, pour toutes ces maladies chroniques, il existe des troncs communs. Vous avez l'impact de l'environnement qui va programmer la maladie et très très tôt, avant que la maladie n'apparaisse vraiment, vous avez des altérations qui vont se produire et qu'on peut mesurer très tôt avant les maladies. C'est essentiellement l'inflammation, le vieillissement du corps et puis l'autophagie. Je développerai beaucoup plus aujourd'hui la partie inflammation. Et vous voyez que très vite, quand vous avez eu affaire à cet impact négatif de l'environnement, votre corps va se mettre dans une situation d'inflammation subchronique. Et cette inflammation subchronique va ouvrir la porte absolument, que ce soit au diabète, au cancer ou aux maladies neuropsychiatriques. On sait par exemple que le rôle de l'inflammation est actuellement très important dans la dépression, pour dire. Deuxième point, nous avons une horloge biologique à l'intérieur de nous et on sait mesurer maintenant le vieillissement de notre corps, à côté bien sûr du vieillissement chronologique que vous connaissez. On sait le mesurer par des marqueurs, en particulier par des gènes méthylés dans différents organes. Et on arrive ainsi à pouvoir tracer une sorte de droite parallèle. Ici, vous avez donc cette droite qui représente le vieillissement en fonction du temps, hein, c'est la chronologie. Et par ces mesures donc, de cette horloge épigénétique de méthylation de l'ADN, vous allez connaître l'âge biologique de votre corps. Et il existe bien entendu 3 possibilités. Vous avez la possibilité où cet âge biologique correspond à l'âge chronologique, vous le voyez ici, mais il peut se trouver que l'âge biologique va beaucoup plus vite que l'âge chronologique. C'est dans cette partie-là, et vous voyez que c'est ceux qui vont vite, et c'est là que se trouvent les gens qui vont développer toutes les maladies chroniques et le déclin au cours du vieillissement, etc. Et puis vous avez effectivement des chanceux ici qui vieillissent beaucoup plus lentement que les autres. Et c'est là où se trouve la longévité. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que cet outil permet d'intervenir. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans cette zone-là, on peut intervenir par la nutrition, par différents types d'impactants pour ramener sur la coïncidence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Alors, arrivons au stress maintenant. Vous savez, le stress est partout, il peut être dans le comportement que nous avons, ce qu'on disait, l'exposition à des toxiques, du déséquilibre, une vie difficile, que ce soit au travail ou ailleurs. Je pense que Colette en avait fait l'introduction tout à l'heure, famille, voisins, travail. La pauvreté, la discrimination, l'éducation insuffisante, la crise économique. Donc, tout ça, ce sont des sources, et vous le savez très bien, de stress. À ce stress, nous allons avoir des réponses. Et une réponse, elle est initialement de type hormonal. Je vais la détailler tout à l'heure. Alors, là encore, c'est McEwen qui a beaucoup défini un petit peu ces différents types de stress. Mais certainement que les définitions vont évoluer maintenant qu'on a des marqueurs ou autres. Mais en tout cas, on distingue le bon stress, hein, c'est un petit peu des choses connues. Le stress à l'école, au travail, au moment de faire une présentation comme en ce moment. Et puis, donc vous avez un stress qui va être tolérable, où vous allez avoir donc un impact vers un travail, un être cher, mais il y a suffisamment de ressources pour pouvoir affronter la tempête. Vous verrez que cet aspect est très très intéressant. On trouvera toujours 2 catégories de personnes, ceux qui vont avoir de la ressource et répondre, et ceux qui n'y arriveront pas. Et de façon très très intéressante, là aussi, l'épigénétique commence à faire des avancées hyper intéressantes parce qu'on arrive à trouver aussi des marqueurs
chez ceux qui arrivent à prendre le dessus par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est des données très intéressantes. Je vous dirai un mot tout à l'heure. Et puis le stress toxique, bien entendu, vous avez les mêmes problèmes, mais là, il manque de ressources et de l'aide pour affronter la tempête. Et là, porte ouverte, bien entendu, à la santé altérée et aux maladies. C'est le cerveau qui est l'organe central pour gérer le stress, bien entendu, et de son adaptation. C'est lui qui va percevoir le stress et il va réagir. Il réagit essentiellement, donc, vis-à-vis du corps, par des hormones et des voies neuronales. Là aussi, on regardera ça. Et puis, au niveau du cerveau même, il y a effectivement toute une réaction au niveau neuronal et autres pour répondre au stress. Lorsque on est dans une réponse positive et encore dans de la physiologie. Le stress aura des effets, et bien sûr, quand il s'installe, les effets somatiques, les maladies chroniques, on en a largement parlé, et puis les maladies mentales, donc tout un ensemble de symptômes qu'on verra tout à l'heure. Alors, l'épigénétique est arrivée dans le monde du stress depuis déjà pas mal de temps. On savait que, par exemple, l'apprentissage, autour de l'apprentissage, la mémoire à long terme, etc., faisait impliquer de l'épigénétique. On savait que dans les affections psychiatriques, l'addiction, l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires, etc., il y avait de l'épigénétique. Mais ce qui a été le plus intéressant, qui nous a permis d'avoir des outils assez rapidement, c'est le stress précoce pendant la période prénatale. Et c'est à partir de là qu'on a eu pas mal de modèles et de données intéressantes qui nous a permis très clairement de faire le lien avec la mécanique épigénétique. Et c'est en 2009, donc c'est McGowan au Canada, qui a été le premier à faire le lien entre le stress avec une modification du récepteur au cortisol, je reviendrai tout à l'heure, qui va être méthylé. Et il a trouvé ça chez des patients dépressifs suicidés avec ou sans traumatisme dans l'enfance. Alors, et vous le voyez ici, vous voyez que donc ce sont des patients témoins donc, qui n'avaient pas de problème particulier. Ça, ce sont des patients qui se sont suicidés, mais où il n'y avait pas d'abus. Et puis chez ceux qui ont été abusés, vous voyez qu'il y avait une diminution de récepteurs aux corticoïdes, ce qui allait poser, bien entendu, pour toute la vie après, la gestion au stress et l'angoisse qui se met en place. Pardon. Oui. Et là, chez ces enfants-là, ce récepteur était effondré, donc ne pouvait pas aider à gérer le stress parce qu'il était hyper méthylé. Et c'était la première fois où on apportait une explication d'une modification épigénétique qui s'installait dans le cerveau pour la vie. Alors, je vous disais tout à l'heure que le stress, c'était une histoire de réponse hormonale. Lorsque vous avez du stress, il y a plusieurs parties du cerveau qui seront bien entendu impliquées, l'hippocampe, amygdale, et vous allez sécréter une hormone au niveau de l'hypothalamus, qui est le CRH ou le CRF, qui va aller stimuler la production de la CTH au niveau de la glande cortico-surrénalienne. Et la glande cortico-surrénalienne va produire des glucocorticoïdes et en particulier le cortisol. Et puis il y a une deuxième hormone qui est impliquée dans le stress, qui est l'adrénaline ou la noradrénaline et qui est sécrétée par la médulo-cérébrale. Donc vous avez deux hormones en permanence en cas de stress qui vont être produites. Le problème c'est que si c'est un stress qui va s'arrêter, donc tout va redevenir dans l'ordre et tout va être régulier. Mais si le stress perdure, alors là vous allez rentrer dans une autre phase où vous allez activer un système au niveau immunitaire, le système inflammatoire, et vous allez commencer à produire ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires, et en particulier l'interleukine 1-bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, et ces cytokines vont mettre en place effectivement cette étape d'inflammation subchronique dans un organisme, et qui ouvre, ce que je vous disais tout à l'heure, les possibilités de développer une maladie. Cette mécanique-là, vous voyez, se fait essentiellement sur la base de l'épigénétique. Simplement ici, on vous a représenté de la chromatine compactée, donc qui peut inhiber certains gènes, alors qu'ici, pour les cytokines que vous voyez ici, il y a une ouverture de la chromatine qui permet à ces cytokines d'être produits en permanence. Cet état-là de stress permanent qui va s'installer va entraîner
une altération au niveau du système nerveux et de la neurodégénération. Donc vous allez avoir certains types de protéines qui vont être produites ici, je ne rentrerai pas dans le détail, la protéine Tau, qui va altérer le fonctionnement des synapses. Et puis vous avez toute une mécanique épigénétique aussi, qui va intervenir dans le système GABAergique et la plasticité neuronale, qui va entraîner des altérations cognitives. Et puis de façon très intéressante, là aussi, je dirais peut-être encore un mot, vous allez avoir une production de médiateurs dans le cerveau, en particulier au niveau des cellules gliales, qui est en lien avec la myélinisation. Vous allez produire une inflammation subchronique avec une production de cytokines, où on installera une neuroinflammation. Alors cette neuroinflammation, on la retrouve actuellement dans beaucoup de maladies psychiatriques. Je parlais tout à l'heure de la dépression, mais dans l'autisme, on commence à retrouver ce type de données. Donc il y a quelque chose de matériel par cette neuroinflammation dans les maladies psychiatriques. Et puis enfin, il y a un dysfonctionnement de la mitochondrie, mais ça c'était connu depuis très longtemps, avec une production de radicaux libres. Il existe toute une théorie depuis très longtemps développée par des groupes de chercheurs qu'on appelle la mitochondrie du stress. Avant d'aller plus loin, je voulais vous citer cette étude norvégienne, qui est la cohorte de Hunt et qui est très très intéressante. Ça, je reviens un petit peu à ce qui a été présenté tout à l'heure. C'est une étude prospective très intéressante sur 11 ans, qui concernait 20 000 personnes. Et sur ces 20 000 personnes sur 11 ans, 6 000, plus de 6 000 ont développé des comorbidités, des maladies. Donc c'est une population norvégienne non sélectionnée. Et là, on a analysé cette cohorte, on l'a suivie sur 11 items de mal-être dans la vie, très ouvert. Ces mal-être, vous les voyez là, c'est insatisfaction avec la vie, une mauvaise opinion de soi-même, le travail, des difficultés au travail qu'on a vu tout à l'heure, des aspects financiers, amis, voisins, etc. Donc vous imaginez tout ça. Et on a corrélé ça avec le risque de développer de maladies. Et vous voyez que pour certaines parties, bien sûr, on développe un peu plus de maladies. Mais ce qui a été le plus intéressant dans cette étude, c'est que vous voyez que le risque est d'autant plus important, il s'élève, vous avez un véritable effet de dose, il s'élève d'autant plus que vous allez cumuler ces items de mal-être et vous allez développer des maladies. Donc cette étude est très parlante sur la vie quotidienne tous les jours, on voit comment on peut faire le lien effectivement avec un mal-être, des difficultés et la mise en place de maladies. Bien sûr, dans cette étude, malheureusement, on n'a pas fait d'études de marqueurs et autres, ça aurait été intéressant de regarder, mais je pense que c'est des choses qui vont venir. Le point suivant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a avancé beaucoup dans cette connaissance et on veut développer des maladies, pour identifier le plus tôt ce stress, éviter ces complications de manière à le gérer pour la première fois par des marqueurs objectifs qu'on peut mesurer dans la salive, le sang et autres. Alors, juste ce lien pour vous rappeler au jour d'aujourd'hui quels sont les marqueurs qui sont connus, qui ne sont pas de l'épigénétique. Vous voyez donc le stress, il y a plusieurs types de marqueurs qu'on peut regarder. Il y a d'abord le cortisol, je vous avais dit tout à l'heure. Le cortisol reflète relativement bien, par exemple, vous voyez ici un environnement anxieux, douleur, quelques désordres psychiatriques, etc. Donc il le reflète. Le deuxième, vous avez les IgA salivaires, là aussi une pression au travail ou dans les études, des examens, etc. Vous voyez donc la chromagranine aussi qui est très intéressante, qui reflète ces différents aspects du stress. La chirurgie, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. L'amylase salivaire est très intéressante parce que l'amylase salivaire, elle reflète la dimension du système sympathique là-dedans, et donc là aussi le bruit, et puis l'isosème salivaire. Ça, c'est les qui ne sont pas épigénétiques que l'on a actuellement. Mais l'épigénétique a progressé là-dedans, et on commence à avoir des signatures actuellement épigénétiques. Donc je vous rappelle simplement, vous voyez donc le cerveau ici, puis les différents types de stress. Vous pouvez avoir le stress lié à l'environnement, la qualité de l'air, les toxiques, etc. Tout ce qui est un stress aigu, traumatisme, autre, et puis le stress psychologique. Tout ça est intégré au niveau du cerveau et passe très probablement par une famille dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure,
les petits ARN non codants. Il y a énormément d'études actuellement qui commencent à arriver là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits ARN non codants? Donc, vous voyez ici, ce sont donc des gènes, comme tous les gènes, qui sont synthétiques, bien sûr, déclenchés, leur production est déclenchée au niveau du noyau. Ils sont ensuite exportés dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, ils vont avoir deux effets majeurs. Soit ils vont aller s'hybrider, donc reconnaître la séquence des ARN messagers qui, eux, donneront des protéines plus tard. Ils vont s'hybrider avec eux, et en s'hybridant avec les ARN messagers, ils vont les empêcher d'être traduits. Donc vous allez bloquer le système uniquement par ces petits ARN messagers. À l'inverse, ils peuvent aussi s'hybrider si c'est de façon incomplète, et à ce moment-là, le système sera le même, l'ARN messager ne donnera jamais de protéines. Si c'est une protéine clé de prolifération ou autre pour l'organisme, c'est l'ouverture vers la maladie, encore une fois. Alors ce qui est très intéressant et nouveau, par rapport aux deux autres marqueurs épigénétiques que sont la méthylation et la chromatine, c'est que ces petits ARN non codants, non seulement ils sont modifiés dans l'organe malade ou qui va devenir malade, mais ils vont être exportés dans tous nos milieux biologiques. Vous allez les retrouver donc dans le sang, dans la salive, dans les urines. Donc cela fait d'eux d'extraordinaires biomarqueurs non invasifs avec lesquels nous allons pouvoir suivre, par exemple, la mise en place d'une pathologie et son développement. La réponse d'une pathologie à un traitement, son pronostic, etc. Je vous dirai ça tout à l'heure aussi. Oui, ils sont intéressants parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Vous savez, on travaille avec 20 000 avec les ARN messagers, là on en est autour de 2000. Ils régulent pratiquement tous les processus importants de la vie d'une cellule, que ce soit sa mort, sa prolifération, sa différenciation. Et je vous disais que les avantages qu'ils ont, c'est qu'ils sont donc présents dans tous les fluides. Ils sont beaucoup plus stables que les ARN messagers, donc on peut les mesurer très facilement au laboratoire. Ça, c'est un avantage quantifiable. Et ils ont une expression tissulaire spécifique. C'est-à-dire quand vous allez regarder dans le sang, vous allez les mesurer. Si vous associez 2 ou 3 micro-ARN, ben vous saurez si ça vient du foie, ou ça vient du cerveau, ou d'un autre organe. Donc il y a une traduction dans le sang même de leur origine tissulaire. Alors ils sont produits, ils sont sécrétés par des protéines qui les transportent, on les retrouve dans les milieux biologiques, facilement quantifiables, et ça c'est le point clé. Ce sont des biomarqueurs donc non invasifs, ils sont très utiles pour diagnostiquer une maladie, je vous dirai tout à l'heure un peu, ils rentrent en concurrence avec certains marqueurs actuellement. Ils peuvent donner une information sur le pronostic de la maladie devant un cancer. Le médecin a besoin de savoir si c'est un cancer qui va aller vite ou si c'est un cancer qui va aller très lentement, auquel cas on gère différemment. Ils ont des indications prédictives sur une maladie avant qu'elle arrive, et puis bien sûr ils peuvent faire du theranostic, c'est-à-dire devant un cancer là aussi, si vous avez 5 lignes de chimiothérapie différentes, ces signatures-là peuvent dire cette ligne-là, elle est moins toxique, elle sera plus efficace que d'autres. Ça fait gagner du temps pour le malade, surtout si c'est quelque chose qui va vite. À titre d'exemple, dans le domaine du stress, puisque c'est là de ça qu'on parle, dans le stress aigu, donc que ça soit du traumatisme, chirurgie, brûlure, tout ce que vous voulez, on a déjà toute une liste que vous voyez ici de micro-ARN. Donc c'est micro-ARN 34 ici, donc il y a un numéro derrière. Et on sait que ces micro-ARN, exactement quelle est leur cible au niveau protéique. Vous voyez ici, par exemple, vous ciblez l'interféron. Ici, vous allez cibler ça, toutes les cytokines inflammatoires. Et on arrive à savoir aussi derrière ça, quelle est donc la maladie qui est en cause lorsque vous ciblez ce type de micro-ARN. De même, ils sont très intéressants simplement pour le stress environnemental, que ce soit donc du chaud, froid, et puis le stress psychologique. Là aussi, vous avez par exemple toute une liste de micro-ARN, et vous voyez que vous ciblez la dépression et l'anxiété avec cette famille de micro-ARN. Mais je voulais aussi vous dire, et tout à l'heure on en a parlé, devant le stress, vous avez toujours des individus qui vont effectivement répondre, qui vont résister, et puis d'autres qui vont tomber dans ce stress. Et avec ces outils, on est allé comparer des profils de micro-ARN chez des personnes qui ont deux groupes de personnes qui subissent le même stress. Chez certains, il y a une forme donc de résistance à ce stress avec une production d'émotions positives pour arrêter cet effet, puis d'autres qui tombent dans le stress. Et de façon très très intéressante, vous voyez qu'on a sorti un début de signature avec ce micro-ARN 132 qui lui
n'apparaît que chez les personnes qui résistent au stress et qui développent des émotions positives. Et on sait maintenant que ça cible certains types de protéines très intéressantes contre le cancer et autres. Donc on arrive à voir aussi des signatures de l'aspect positif dans la gestion de ce stress. Et ça ouvre j'allais dire, des voies très intéressantes pour l'avenir, parce qu'on pourrait imaginer par exemple que ce type de micro-ARN pourrait être des cibles thérapeutiques pour pouvoir gérer le stress chez des personnes aussi lorsque ça dure. Alors, autour de ça, donc, avec tous ces outils qu'on a développés épigénétiques, nous avons créé avec le CHU, avec les universités, une plateforme qui va développer toute cette aspect recherche et innovation et cette production de biomarqueurs. L'idée est donc de la faire avec les hôpitaux, les laboratoires, bien sûr, les universités, et puis avec des plateformes d'échange international. On veut travailler aussi avec des cohortes larges. Vous imaginez bien que là-dedans, on a besoin de cohortes un petit peu au niveau de différents pays. Et puis, nous souhaitons développer aussi là-dedans une formation pour les acteurs de la santé et les gens qui sont concernés. À titre d'exemple, nous avons travaillé avec cette approche-là, juste pour vous montrer, avec le cancer de la prostate. Et on voit bien cette signature de 3 micro-ARN que vous voyez ici, et qui est capable de détecter ce cancer avec une sensibilité élevée, avec une spécificité très intéressante. Quand on sait que pour détecter le cancer de la prostate, nous avons le PSA, mais qui n'est efficace que dans 70%, alors que là, on a une signature qui est meilleure. Donc, cela aussi ouvre des voies très intéressantes, et ce qu'on souhaiterait là aussi, c'est faire avec non seulement du diagnostic, mais du pronostic et du prédictif. Dernier point de mon intervention, je vous disais tout à l'heure, il y a des données maintenant qui arrivent, mais je pense que vous allez en parler aussi dans la suite, c'est les interventions esprit-corps, en particulier méditation, tai chi, yoga et autres, pour gérer. Alors, ça c'est simplement un rappel, parce que effectivement ces approches jouent beaucoup sur ces productions hormonales. Vous avez ici les catécholamines que je vous disais tout à l'heure et le cortisol. Depuis une quinzaine d'années, on commence à explorer l'expression de gènes sous l'effet des approches esprit-corps, que ce soit des populations en bonne santé ou des populations malades. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a identifié maintenant l'intermédiaire entre, par exemple, la méditation et le bienfait, et c'est de la mécanique épigénétique, en particulier de la méthylation d'ADN. Il y a très peu de données, très peu de travaux encore sur le micro-ARN, mais ça va venir. Et puis les ruptures technologiques qui ont permis de donner des bases scientifiques aussi, par exemple à la méditation, c'est l'imagerie dans la neurobiologie, qui reste l'imagerie, reste aussi derrière, sous-tendu par l'épigénétique, bien sûr. Juste quelques travaux qui sont sortis sur méditation et stress, par exemple. Vous voyez ce travail de Bishop en 2018, où ils ont analysé de l'ADN génomique, isolé de cellules sanguines. C'est dans le sang, donc on prend des monocytes. Et on a regardé la réponse positive ou négative à un programme de MBSR avec des personnes avec un syndrome de stress post-traumatique, vu en psychoéducation. Analyse, et donc on a regardé 2 potentiels biomarqueurs, le niveau de méthylation sur certains types de gènes, et on a identifié 2 gènes clés qui étaient altérés chez les personnes qui ont subi ce traumatisme. Ce gène-là, qui est un transporteur de la sérotonine, et vous connaissez le rôle de la sérotonine dans le fonctionnement du cerveau, sommeil et autres, et puis ce gène-là qui semble très prometteur et très intéressant, qui joue un rôle clé dans la gestion aussi du stress et de l'anxiété. Donc, ce gène-là pourrait représenter un marqueur très intéressant qui pourrait évaluer l'impact de la méditation dans la gestion du stress. On peut mesurer ça concrètement. Je vous disais tout à l'heure que l'inflammation est une base majeure là aussi dans le stress. Là aussi, il y a tout un travail où on a analysé les méthylampes chez des patients pour aller très très vite. Donc on a identifié 43 gènes et ces gènes-là semblent être importants là aussi dans la mécanique de l'inflammation via l'épigénétique. Une méta-analyse, là aussi où on a analysé 18 études, là où aussi la méditation est sortie très positive sur l'expression de gènes dans la voie de l'inflammation. Je ne voudrais pas finir en vous disant qu'il faut remettre la gestion du stress
dans d'autres aspects, tels que la nutrition, tels que la protection vis-à-vis des toxiques. Et vous voyez sur cette diapo que j'aime beaucoup, le triangle représente en haut ce qui est le moins bon pour notre santé et la base est ce qui est meilleur pour notre santé. Et vous voyez bien que dans cette partie-là, l'activité physique, la vie en société et autres, la gestion de votre stress par différents moyens reste importante. Et après, vous allez retrouver effectivement les légumes, l'huile d'olive, et je ne détaillerai pas. Alors, ma conclusion, mais je dirais plutôt, qu'est-ce qu'on peut tirer finalement comme observation? C'est que le stress est un pourvoyeur de maladies chroniques via l'inflammation, certainement des troubles métaboliques et le vieillissement. Il est supporté par la mécanique épigénétique, donc c'est très intéressant. Cela ouvre des possibilités de gérer ça dans le cadre de la médecine 4P, qu'on appelle prédictive, préventive, personnalisée, participative vis-à-vis des patients. Et puis, là aussi, des données intéressantes vis-à-vis de l'impact de ces approches esprit-corps en particulier. Et puis, ne pas oublier, mais ça je pense que ça a été déjà dit ce matin, c'est un problème, la réponse au stress doit être aussi une réponse de type socio-économique et politique de gestion du travail et de la cité. En particulier, on l'a dit ce matin, l'organisation du travail et la pauvreté sont avant tout des choix politiques. Il y a eu un travail très très intéressant récemment sur le Lancet avec cet aspect-là. Je vous remercie. Je voulais savoir, est-ce que quand les gens dépressifs ont un traitement, est-ce que les marqueurs diminuent? Alors ça, oui, bien sûr. Il y a une équipe INSERM qui travaille beaucoup sur la dépression à Bordeaux. Et ils ont pris toute une population de patients dépressifs qui ne répondent pas au traitement, en tout cas qui sont résistants. Et ils ont fait intervenir la gestion du stress en particulier par la méditation, la nutrition anti-inflammatoire. Et une grande partie de ces patients sont devenus répondants à leur traitement avec des résultats très très intéressants, bien sûr. Oui, ça marche.